Bonjour à vous tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire l'analyse linéaire du texte Réponse à un acte d'accusation qui est extrait du recueil Les Contemplations de Victor Hugo. Il s'agit du premier texte qui appartient à notre parcours Mémoire d'une âme, qui est donc un parcours autour de textes poétiques. Alors, je vous rappelle que le recueil des Contemplations est publié par Victor Hugo en 1856, alors qu'il se trouve en exil à Guernesey, suite au coup d'État de Napoléon III de décembre 1851, où Victor Hugo, après avoir pris la tête de l'opposition et de la résistance, s'est retrouvé en exil politique et a été contraint de quitter le territoire français. En 1854, il a écrit, donc juste avant Les Châtiments, un recueil qui est polémique, un recueil de poèmes polémiques contre Napoléon III. Et en 1856, il publie ce recueil davantage autobiographique, articulé autour de la mort de sa fille Léopoldine, qui a eu lieu en 1843 à Villequier, en Normandie, et ce recueil est donc davantage de la poésie à la fois lyrique et autobiographique. Le texte que nous étudions est un extrait du poème Réponse à un acte d'accusation, puisqu'il s'agit, comme vous pouvez le voir, des vers 29 à 66. Ce n'est donc pas l'œuvre dans son intégralité. Pour comprendre ce texte, il faut d'abord le contextualiser, et pour le contextualiser, nous allons partir de son titre, Réponse à un acte d'accusation. Si Victor Hugo répond à un acte d'accusation, il faut d'abord savoir de quoi il a été accusé. Donc, son titre. Alors en fait, cet acte d'accusation remonte aux années 1830, puisque à cette époque-là, Victor Hugo, qui est un jeune auteur, je vous rappelle qu'il est né en 1802, et par conséquent en 1830, il n'a que 28 ans, c'est un jeune homme, et c'est un jeune écrivain qui se lance, il est victime d'une accusation collective qui provient des défenseurs de l'esthétique classique, c'est-à-dire de ceux qui sont les adeptes d'une écriture réglée selon un certain nombre de principes hérités du XVIIe siècle. Victor Hugo se retrouve donc au cœur d'une bataille qui s'appelle la bataille romantique et qui a porté sur des distinctions dans le domaine de la littérature et dans le domaine de l'esthétique littéraire. Ces distinctions étaient absolument indépassables et elles étaient imposées par l'héritage du XVIIe siècle. Alors il s'agissait en particulier de classifier à cette époque-là et de séparer de manière extrêmement stricte les différents genres littéraires entre deux grandes catégories. D'une part, les genres littéraires qu'on considérait comme des genres nobles, à savoir la poésie, bien évidemment, la tragédie pour les genres dramatiques, c'est-à-dire pour le théâtre, et l'épopée pour les genres narratifs. Tous ces différents genres considérés comme nobles étaient écrits en vers, essentiellement en alexandrin, c'est-à-dire en vers de 12 syllabes, le plus long vers fixe de la langue française, et par conséquent le vers considéré comme le plus noble, ce qui allait avec ces genres considérés eux aussi comme nobles. De l'autre côté, nous avions des genres bas, c'est-à-dire considérés comme ignobles d'une certaine manière. Alors, pour les genres dramatiques, c'est-à-dire du théâtre, nous avions la comédie et la farce, et pour les genres narratifs, nous avions le roman. Ces genres-là étaient écrits en prose, contrairement aux précédents qui étaient écrits en vers. Et par ailleurs, il y avait aussi une distinction entre l'utilisation d'une langue soutenue, qui était réservée au genre noble, écrit en vers, et d'autre part une langue plus courante, familière, parfois même une langue vulgaire, plus argotique, plus une langue orale, qui allait être utilisée pour les genres bas. Victor Hugo, qui est donc un jeune auteur de théâtre en 1830, écrit Hernani, et cette pièce de théâtre, Hernani, se trouve à l'origine de ce qu'on a appelé la bataille d'Hernani, puisqu'en fait, avec cette pièce de théâtre, Victor Hugo fait scandale. Il fait scandale parce qu'il publie une pièce qui est inclassable, justement, c'est-à-dire qui se retrouve en dehors des catégories classiques. Cette pièce de théâtre, Hernani, ne rentre dans aucune catégorie prédéfinie. Ce n'est ni une tragédie,
ni une comédie, ni une farce. Et du coup, à partir de cette pièce de théâtre, eh bien, Victor Hugo se retrouve la cible de critiques de gens qui sont plus conservateurs que lui. Mais en même temps, ça va être le moment pour Hugo de se faire vraiment connaître sur la scène littéraire, puisqu'en fait, il crée un genre nouveau qu'on appelle le drame romantique. Et la particularité de ce drame romantique, c'est qu'il peut aborder des sujets sérieux, qui sont habituellement davantage les sujets que l'on va trouver dans les tragédies, et il les aborde, ces sujets sérieux, dans une langue qui est une langue en prose, et par ailleurs dans une pièce de théâtre où nous avons des moments qui peuvent être des moments grotesques, qui côtoient à côté des moments sublimes. De la même manière que le registre de langue soutenu peut être utilisé en même temps qu'un registre de langue plus trivial. Ainsi, quand Victor Hugo écrit ce poème « Réponse à un acte d'accusation », il entend répondre à l'accusation dont il est victime. Et il expose à ce moment-là, au lecteur de son poème, le rôle qu'il a joué dans la révolution de l'esthétique littéraire. Le texte a par conséquent un double objectif. D'une part, il s'agit pour Victor Hugo de rendre compte d'un épisode qui a marqué sa vie, et par conséquent, on voit que le texte a une visée qui est autobiographique. Et d'autre part, il s'agit aussi de justifier sa prise de position littéraire, esthétique à un moment donné, et par conséquent, il s'agit pour le texte d'avoir une visée argumentative. Deuxièmement, il y a un deuxième élément qui est très intéressant par rapport à ce texte, c'est la question de sa date et de sa place dans le recueil des Contemplations. Alors, il est en effet extraordinaire de remarquer que Victor Hugo indique à la fin de son poème que le texte a été écrit à Paris en janvier 1834, ce qui nous laisse supposer, a priori, que le texte a été écrit tout de suite après la bataille romantique, donc je vous disais tout à l'heure que Hernani a été écrit en 1830. Or, en réalité, on sait, parce que les éditions savantes ont fait la recherche et le prouvent, on sait que ce texte a été écrit par Victor Hugo en 1854, c'est-à-dire 2 ans avant la publication des Contemplations. Alors ce procédé, qui consiste à modifier les dates, est assez fréquent dans le recueil des Contemplations. Ce n'est pas le seul texte des Contemplations qui fait l'objet ainsi d'une espèce de falsification des dates, ou en tout cas une remise en cause de la réalité par l'auteur. L'auteur, dans ce texte, se présente comme un révolutionnaire dans le domaine des arts et des lettres, et il utilise en fait la révolution romantique comme prétexte pour créer finalement le mythe de son propre personnage. Il cherche à montrer en effet, en réalité et a posteriori, qu'il est devenu, dans les années 1850, donc après le coup d'État du 2 décembre 1851, qu'il a contraint à l'exil, qu'il est devenu ce révolutionnaire qui s'est opposé à la force et à l'imposition d'un État qui n'était plus un État de droit par Napoléon III. Donc il est intéressant de constater que ce texte, qui est en réalité écrit pendant son exil à Guernesey, est par ailleurs publié au tout début des Contemplations, dans le livre 1 qui s'appelle Aurore, et dans la première partie du recueil, puisqu'on sait que le recueil est divisé en 2 grandes parties, une première partie qui s'appelle Autrefois, et une deuxième partie qui s'appelle Aujourd'hui. Donc en fait, Victor Hugo nous laisse entendre, ou en tout cas essaie de nous faire croire, que ce texte a été écrit donc autrefois, pendant la première partie de sa vie, c'est-à-dire pendant l'Aurore, en 1834. On voit bien qu'il y a là une reconstruction a posteriori de la réalité par l'auteur. Alors, à partir de ce texte, donc je vais vous le lire à présent, et nous allons dans un deuxième temps, après sa présentation, voir quelles sont les différentes parties qui composent le texte et quelle est la problématique que nous pouvons poser sur le texte. Donc nous allons commencer par une lecture du texte à voix haute. Quand je sortis du collège du thème, des vers latins, farouches, espèces d'enfants blêmes et graves, au front penchant, aux membres appauvris, quand, tâchant de comprendre et de juger, j'ouvris les yeux sur la nature et sur l'art, l'idiome, peuple et noblesse, était l'image du royaume.
La poésie était la monarchie. Un mot était un duc et pair, ou n'était qu'un grimaud. Les syllabes, pas plus que Paris et que Londres, ne se mêlaient. Ainsi marchent sans se confondre piétons et cavaliers traversant le Pont-Neuf. La langue était l'État avant 89. Les mots, bien ou mal nés, vivaient parqués en castes. Les uns, nobles, entend les Phèdres, les Jocastes, les Méropes, ayant le décorum pour loi et montant à Versailles au carrosse du roi. Les autres, tas de gueux, drôles patibulaires, habitant les patois, quelques-uns aux galères dans l'argot, dévoués à tous les genres bas, déchirés en haillons dans les halles, sans bas, sans perruque, créés pour la prose et la farce. Populace du style au fond de l'ombre éparse. Vilains, rustres, croquants, que Vaugelas, leur chef, dans le bagne lexique, avait marqué d'une F. N'exprimant que la vie abjecte et familière, vil, dégradé, flétri, bourgeois, bon pour Molière. Racine regardait ses marauds de travers. Si Corneille en trouvait un blotti dans son verre, il le gardait, trop grand pour dire qu'il s'en aille. Et Voltaire criait « Corneille sans canaille ». Le bonhomme Corneille, humble, se tenait quoi? Alors, brigand, je vins. Je m'écriai « Pourquoi ceci toujours devant, cela toujours derrière ?» Et sur l'académie, aïeul et douairière, cachant sous ses jupons les tropes effarées, sur les bataillons d'Alexandrin carré, je fis souffler un vent révolutionnaire. Je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire. Alors, à partir de ce texte, nous allons à présent voir quelles sont les différentes parties qui le composent. Et pour réussir à voir quelles sont les différentes parties qui le composent, il nous faut dans un premier temps nous intéresser à la syntaxe. Tout simplement parce que on peut remarquer que dans une première grande, très longue partie du texte, à savoir du premier vers, le vers 29, jusqu'au vers 55, nous n'avons affaire qu'à une seule et longue phrase. Cette longue phrase est composée d'abord de deux propositions qui sont introduites par quand je sortis du collège, du thème, puis une deuxième, quand, tâchant de comprendre et de juger, j'ouvris les yeux sur la nature, etc. Donc d'abord deux propositions subordonnées circonstancielles de temps, et puis ensuite nous avons essentiellement, et on peut le voir en fin de vers, une ponctuation avec des points-virgules. Par conséquent, nous avons essentiellement des propositions qui sont juxtaposées les unes aux autres. Puis, nous avons ensuite, à partir donc du vers 56, le premier point véritablement arrive au vers 54, bon pour Molière, point. Nous avons une phrase qui commence au vers 55, pardon, pas 56, Racine regardait ses marauds de travers, et cette deuxième phrase de l'extrait va jusqu'au point d'exclamation, et Voltaire criait, Corneille sans canaille. Donc nous avons d'abord une très longue phrase, puis une phrase plus courte de 4 vers, ensuite une phrase très courte, le bonhomme Corneille, humble, se tenait quoi? Donc une petite phrase simple pour le coup qui tient en un seul vers. On voit donc qu'il y a une véritable évolution du texte avec d'abord une très longue phrase, très développée, puis ensuite une phrase un peu plus courte mais qui reste une phrase complexe, et ensuite une phrase simple. Dans toute cette première partie du texte, il s'agit pour l'auteur de dresser un état des lieux du paysage linguistique et littéraire en France avant la Révolution. Et on voit effectivement que nous avons au vers 40 une référence directe à la Révolution avec la langue était l'État avant 89. 89, il s'agit ici d'une date, 1789, c'est-à-dire la date de la prise de la Bastille de la Révolution. Donc, à partir de cette analyse syntaxique, nous pouvons dire qu'il y a toute une première partie qui va du vers 29 jusqu'au vers 59 et qui constitue cet état des lieux du paysage à la fois littéraire et linguistique. On a ensuite une deuxième partie du texte qui commence par conséquent à partir du vers 60. Alors, brigand, je vins. Je m'écriai.
Alors, nous pouvons voir une chose aussi, c'est que dans la première partie du texte, nous avons énormément de verbes qui sont à l'imparfait, hein, et Voltaire criait, par exemple, se tenait quoi, alors qu'à partir du vers 60, on voit que nous avons des verbes au passé simple, qui correspondent justement à une rupture dans la continuité du texte. La première partie décrit un état passé, alors que la deuxième partie fait référence à une action particulière, une intervention de l'auteur, je vins, donc on a bien ce pronom personnel de première personne qui apparaît, et du coup qui fait référence à l'action soudaine, à l'irruption en fait de Victor Hugo au milieu de ce paysage littéraire. Cette dernière partie est de nouveau composée d'abord de quelques propositions qui sont des phrases complexes, hein, avec donc une phrase complexe dans la première partie, alors brigand, je vins, et nous avons ensuite de nouveau des signes de ponctuation qui sont des signes de ponctuation variés, aussi bien des points-virgules, on le voit au milieu du vers 60, 2 points, parce que ça permet d'introduire la proposition interrogative directe, pourquoi ceci toujours devant, cela toujours derrière. Et puis ensuite, nous avons donc une phrase de nouveau qui est une phrase complexe, assez longue, qui va du vers 62 jusqu'au vers 65. Et enfin, une phrase conclusive, je mise un bonnet rouge au vieux dictionnaire, qui, comme précédemment, c'est une seule phrase, brève, qui va permettre d'une certaine manière d'amener une conclusion au passage. Alors, si on regarde la construction de ce texte, on voit qu'en fait Victor Hugo joue sur plusieurs systèmes d'opposition. Il y a d'une part une opposition entre des phrases très longues, complexes, avec énormément de signes de ponctuation, en particulier le point-virgule dont on a parlé, et de l'autre côté, au contraire, des phrases brèves. Et puis par ailleurs, il y a un deuxième système d'opposition qui va être davantage d'un point de vue lexical, comme on le verra au fur et à mesure de l'analyse du texte. Donc dans le texte, Victor Hugo va ménager un certain nombre d'effets de surprise au lecteur, de surprise. Il fait varier les rythmes syntaxiques et surtout, il nous fait la démonstration de sa virtuosité à manier la langue française, mais aussi à manier les principes de la versification. Et on verra dans l'analyse du texte que tout cela a énormément de sens. Alors, à partir des différents éléments que nous avons vus, et donc des deux grandes parties que nous pouvons mettre ici en évidence, hein, d'un côté, la première partie du vers 29 jusqu'au vers 59, qui rend compte de ce paysage littéraire et linguistique avant l'arrivée de Victor Hugo, partie la plus longue, et puis d'autre part la deuxième partie du vers 60 au vers 66 qui rend compte de cette intervention presque héroïque de l'auteur pour sauver la situation. Nous allons donc à partir de cela mettre en place la problématique suivante. Nous nous interrogerons sur la manière dont Victor Hugo utilise l'écriture poétique autobiographique pour faire la preuve de la continuité entre ses combats idéologiques, politiques et littéraires. Voilà, nous étudierons la suite du texte dans le détail dans les vidéos suivantes. Je vous remercie. Au revoir.